On a commencé la journée ce matin en introduction avec une formule que j'aimais bien qui était de dire on va vous présenter des formes de connexion entre l'offre et la demande qui ne suivent pas les simples règles du marché. Et de ce point de vue, je trouve que Florence a très bien bouclé la boucle en nous expliquant quels étaient effectivement les liens historiquement entre la coopération et le marché. Le DRAF a surenchéri en disant que la compétitivité ne peut pas être le seul facteur de développement économique. Il va falloir qu'il y a lieu d'actionner d'autres leviers. Premier d'entre eux, la création de valeur, la montée en gamme, la valorisation des produits. On en a beaucoup parlé aujourd'hui avec une problématique qui nous était soulevée par les paysans d'ici qui nous disent voilà, nous, c'est pas facile de valoriser une démarche qui est réellement engagée face à des approches qui sont plus d'ordre marketing. Et donc une question qui a été renvoyée de savoir comment réussir à objectiver des critères de reconnaissance, de différenciation auprès des consommateurs. Et auprès des consommateurs dont on pourrait ajouter, c'était souligné tout à l'heure par la question, des consommateurs qui sont déjà très surchargés en informations en tout genre pour leur choix de consommation. Deuxième levier qui était signalé, c'était celui de l'innovation technologique. On en a eu un exemple ce matin avec les pâtes aux légumineuses, avec là aussi un problème, le sourcing des matières premières, des variétés adaptées à notre territoire. C'est pas facile, on a du mal à en trouver, et donc un appel à la recherche en amont pour des variétés qui soient adaptées. Donc on voit une innovation technologique ancrée dans un réseau d'acteurs, avec aussi pour la distribution, on a vu une discussion en aval avec Etikab. Intéressant, les systèmes alimentaires du milieu, cette forme d'hybridation qui est un peu le mot-clé, me semble-t-il, de la journée, un des mots-clés de la journée. Forme d'hybridation intermédiaire entre circuits courts et circuits longs qui mobilise une grande diversité d'acteurs, y compris des acteurs qui jusqu'alors n'étaient pas du tout impliqués dans le système alimentaire, des acteurs qui sont de l'économie de marché, mais aussi de l'économie sociale et solidaire, qui se réfèrent à différentes valeurs, et des systèmes qui ne sont pas forcément territorialisés, ce qui a posé question dans l'audience, vous vous en souvenez. Quid donc des systèmes alimentaires territorialisés? On y reviendra, mais en tout cas, ces SAM, ces systèmes alimentaires du milieu, montrent bien, je trouve, donc un des mots importants de la journée, cette histoire de combinaison. On a bien compris que ce n'est pas des petits contre des gros, des bons contre des mauvais, des publics contre du privé, des alternatives contre du conventionnel. C'est bien plus complexe. On a du mal à définir quel est à circonscrire quel est effectivement le périmètre, soit territorial, soit par le nombre d'acteurs qui sont impliqués de toutes ces innovations. Donc c'est la complexité. Dans le Jura, d'où Proudhon est originaire, je ne le savais pas, le territoire est une échelle pertinente, nous dit-on, une échelle pertinente de coopération pour faire face à des enjeux d'intérêt général. Donc on essaie de casser la verticalité, revenir à de l'horizontalité, ancrer sur le territoire, un territoire sur lequel on va mobiliser des ressources cachées. Je trouvais ça intéressant, cette idée de ressources cachées sur le territoire, qu'on va valoriser, mettre au grand jour à travers des réseaux de valeur. On l'a vu par exemple avec le recyclage des bouteilles. Alors dans le Jura, on ne le savait pas non plus, il y a des sables désertiques où on voit des mirages. J'aime beaucoup cette allégorie, des mirages comme des perspectives à très long terme et sans manquer de respect du tout pour Albi, mais il me semble que justement l'autosuffisance est typiquement ce type de mirage. Quelle est donc l'idée d'avoir l'autosuffisance alimentaire à Albi? Et bien, finalement, dans la présentation, il n'est jamais question d'autosuffisance, si vous vous en souvenez, on ne sait pas si on est arrivé à 10%, 30%, finalement peu importe, c'est un mirage, une perspective à long terme qui met tout le monde en mouvement. C'était cette image du mirage qui lance un processus, qui met en marche les acteurs, et là qui en l'occurrence permet de nouer la ville et sa ceinture verte nourricière autour. Pareil, mirage à Montpellier, offrir une alimentation locale, durable au plus grand nombre. Vaste projet, mais qui là encore a mis en marche un processus de co-construction avec l'ensemble des élus de la métropole, avec la société civile et avec les acteurs de la recherche. Pour terminer, donc, il me semble qu'effectivement toutes ces expériences nous ont bien montré des modalités renouvelées de gouvernance dans la chaîne alimentaire. Ce qui m'a semblé, c'est que tout cela n'était pas hors sol. Moi, c'est ce qui m'a un peu frappé, c'est que toutes ces innovations, toutes ces initiatives, tous ces processus de coopération étaient très ancrés, soit sur des territoires, soit à nouveau dans des réseaux d'acteurs.
Et peut-être encore plus important, elles m'ont semblé très incarnées. Moi, j'ai trouvé que tous les intervenants du jour incarnaient, vivaient ce dont ils nous parlaient. Et on n'était pas là dans de l'innovation un peu paillette pour innover, et qu'on était vraiment ancré et incarné. Alors cela étant, et ça a été quand même bien relevé dans le public, on a effectivement beaucoup parlé de modalités, de processus, et quand même la question de l'impact de toutes ces innovations se pose. Ça a été réellement un angle mort quand même de la journée. Effectivement, on a entendu parler de quelques installations, c'était des fois des échelles quand même relativement modestes. Quid de effectivement la baisse de l'usage des pesticides, enfin des choses importantes pour la transition. Finalement, on n'en a pas parlé. C'était réellement un angle mort de la journée, il faut le reconnaître. Quel est l'impact réel de tous ces processus, de toutes ces démarches? Pour autant, il me semble quand même que présenter tout cela a plusieurs vertus. La première, elle est quand même de l'inspiration éducative. On a eu beaucoup d'étudiants aujourd'hui. Moi qui ai étudié il y a un certain nombre d'années, autant vous dire que toutes ces choses-là étaient complètement en dehors du spectre de l'offre pédagogique. Et aujourd'hui, on a des étudiants qui entendent cela, qui seront demain en situation de décider et forcément inspirés par ce genre d'initiative. Donc, première vertu, c'est au moins l'inspiration. La deuxième, et qui est aussi un deuxième maître mot qui a traversé, je pense, la journée, qui est la politique. Et de ce point de vue, j'ai trouvé que c'était quand même une journée qui réenchantait le politique par la preuve, par l'action. Alors évidemment, on n'est pas naïf, on sait bien dans quel univers on évolue, on sait bien comment est gouverné notre système agricole et alimentaire. Pour autant, dans un moment où il y a une grande défiance du public vis-à-vis de l'agriculture et de l'alimentation, ça me semble important de donner à voir, de donner à connaître tous ces types d'expérimentations politiques qui ont lieu en agriculture et alimentation. Faire savoir que ça bouge pour l'alimentation, pour reprendre le titre d'un film que vous pouvez retrouver d'ailleurs en accès libre sur Internet, qui indiquait un certain nombre d'innovations qui ont lieu en Occitanie. Donc ça bouge pour l'alimentation et avec des consommateurs, nous a-t-on expliqué, qui doivent faire confiance pour déléguer la construction d'une offre durable sur laquelle ils n'ont pas forcément totale maîtrise. Enfin, pour terminer, il me semble que, pour terminer la métaphore politique, dans le contexte actuel qu'on connaît en France, où une des clés de lecture est cette idée de déséquilibre entre des territoires urbains centraux qui seraient parfaitement dotés versus des territoires périurbains ruraux qui seraient dits périphériques, j'aime pas ce terme-là, mais bon, c'est celui qui est largement employé, qui serait très, très à la traîne, très en retard, très peu mobilisés. On le voit dans les exemples qu'on a eus aujourd'hui, qu'au contraire, c'est aussi des territoires dans lesquels souffle un grand dynamisme politique, et je crois que c'était très bon de le rappeler aujourd'hui. Là encore, sans naïveté, mais je rebondis sur une des remarques qui étaient faites par un intervenant de la coopérative d'Ombrial qui nous disait la viticulture, c'est le dernier rempart contre la paupérisation dans nos territoires ruraux. Et je trouvais ce sens de la responsabilité collective de la part d'un acteur particulier, ce sens de l'intérêt général, tout à fait réenchanteur. Voilà, alors moi je ne suis pas un amoureux transi de notre bon président, mais enfin quand même, je ne sais pas si vous pensez la même chose, enfin une journée sans entendre Macron d'émission, ça fait quand même des vacances, donc c'était plutôt agréable. Vous l'avez bien noté, en tout cas, on vous remercie tous d'être venus, pour certains d'assez loin, donc merci, un grand merci à vous tous. On tâchera de continuer de vous enchanter. Je rappelle, c'est bien, voilà, vous l'avez déjà bien entendu, mais je le rappelle une dernière fois, donc à Montpellier, la capitale d'Occitanie, 5-6 février, les assises territoriales de la transition agroécologique et de l'alimentation durable, ce sera au Quorum. Le 15 février, la chaire UNESCO Alimentation du Monde fait son colloque annuel « Manger le vivant, les microbes du sol au ventre ». Il sera question de microbiote intestinal, d'aliments fermentés, etc. Et puis le 19 mars, donc vous le savez, fabuleux teasing, sur les signes de qualité. Voilà, un grand merci à tous et au plaisir de vous retrouver.